Donc bonjour tout le monde, bienvenue de retour sur Ma Radio Academia, ici Brahman Rahman pour CFR 88.3 et je suis ici donc avec encore une fois Gunpla Montréal. On a fait beaucoup d'entrevues de Gunpla Montréal, j'en ai fait avec Adam hier, mais je suis ici donc on a des chicanes de Québec et j'ai l'honneur d'avoir Olivier avec moi qui est un constructeur de Gunpla et un grand fan de Gundam, un constructeur très expérimenté de Gunpla qui a récemment rejoint les rangs de Gunpla Montréal, mais qui a eu une ascension fulgurante. Il est devenu le promoteur de premier plan de Gunpla Montréal. C'est lui qui fait tous les panels. Si vous le voyez dans les événements, c'est lui qui s'en occupe. Merci d'avoir accepté mon invitation, Olivier. Plaisir. Donc, on peut tout de suite commencer. Olivier, présente-toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? En ce moment, I assume it's fine. What are you doing? Well, currently I'm between stuff. So I don't really have a clean answer to that. Et qu'est-ce que tu fais pour Gunpla Montréal? Pour Gunpla Montréal, principalement, je fais des panels. J'ai commencé en faisant un panel sur l'historique des modèles de Gundam, juste de façon indépendante. Puis je me suis retrouvé avec Gunpla Montréal et j'ai décidé de me joindre au rang des panélistes et de pousser, faire d'autres panels de Gunpla et de Gundam avec le club. Qu'est-ce qui t'a apporté ton intérêt pour le Gunpla et Gundam en général? Donc, je suis tombé sur le Gunpla par hasard. J'étais dans une toute petite convention. J'avais besoin de quelque chose à faire. J'ai vu un kit. C'était moins cher que je pensais. J'ai essayé. C'était le fun. Je m'en suis acheté un autre, puis un autre, puis un autre. Puis je me suis vite trouvé beaucoup plus loin que j'avais pensé. Avec l'intérêt dans les kits, au fil de construire des kits, je me suis dit, je devrais peut-être me renseigner dans Gundam, c'est quoi ça? J'ai regardé différentes séries. J'ai commencé à lire là-dessus, lire sur l'historique. Je vais être honnête, j'ai pas particulièrement une série favorite là-dedans. J'ai peut-être des opinions moins fortes que certains fans, les fans de Gundam. Il y a des grands passionnés là-dedans et donc ils développent des opinions très fortes. Moi, c'est l'œuvre au complet qui me fascine. Gundam, c'est une franchise qui a maintenant plus de 45 ans. Pour durer aussi longtemps, c'est une franchise qui a dû se réinventer plusieurs fois, se retrouver dans la sauce du jour. Et tout ce parcours-là, tout cet essai de trouver des nouvelles versions de Gundam, des versions des jouets, des Gunpla et autres qui font l'époque, c'est une œuvre assez fascinante dans son entièreté. Justement, parlant de cette réinvention constante de Gundam, il y en a peut-être qui auront de la misère, qui veulent s'introduire à Gundam, qui veulent commencer, notamment avec les séries, parce que c'est plus accessible que le Gunpla, qui prend quand même certaines capacités, on va en parler plus tard, mais pour les séries, commençons justement avec les séries. C'est un peu difficile pour un néophyte de se retrouver dans la temporalité de Gundam, parce que, tu sais, souvent, on lance des termes qui sont étrangers à quelqu'un qui ne connaît pas la franchise. Donc là, il y a des gens qui se demandent, c'est quoi, quand c'est écrit UC0079, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire Cosmic Era? Donc, explique-nous un peu comment fonctionne l'univers de Gundam et comment les séries de Gundam se situent l'un par rapport à l'autre. Ouais. Donc, à l'origine, Gundam, c'est une série TV, Mobile Suit Gundam, en 1979. C'est une œuvre assez complète, mais au fil des années, on décide de pousser un peu plus. On en fait des suites. L'histoire de Mobile Suit Gundam et ses suites se passe dans le Uchu Senki, le Universal Century, le siècle ou l'ère universelle. En général, on rapetisse ça à UC.
Et les œuvres qui parlent du UC, qui font référence au UC, c'est des œuvres qui viennent ensuite à l'œuvre originelle ou qui viennent combler les trous à part. On a plein de side stories, on a des OVA, on a des romans, on a toutes sortes de choses qui viennent étoffer plus loin, viennent chercher des angles alternatifs, des interprétations différentes de cette œuvre originale-là. C'est beaucoup éventuellement. Donc, au milieu des années 90, on va réinventer Gundam et au lieu de faire une suite directe à la série initiale et sa longue liste de suites, on va faire des réinterprétations de Gundam. Au lieu d'être une suite à la série, c'est une version alternative. C'est une autre vision du monde inspirée de la série originale. Et donc, la grande majorité des titres principaux après 94 vont être des œuvres standalone, des œuvres qui sont essentiellement indépendantes les unes des autres. Chacune de ces œuvres indépendantes va avoir sa propre chronologie, son propre calendrier. Donc, quand on parle du Cosmic Era, le CE, on parle de Gundam Seed. Quand on parle de After War, on parle de Gundam X. Il y a autant de désignations que de séries différentes. Mais donc, dans l'ensemble, si on parle du UC, du Universal Century, on parle de l'œuvre initiale et ses suites. Là-dedans, le point d'entrée, c'est la série initiale, la série de 79. C'est une série qui est relativement vieille, qui ne matche pas tout à fait le look de l'anime moderne, mais c'est encore une série qui se tient. Si on veut une porte d'entrée alternative, le manga Gundam The Origin est une réinvention, une réédition de l'histoire originale. C'est une histoire alternative dans les détails, mais c'est une histoire très bien dite, une histoire écrite par un des membres de l'équipe originale. Je l'aime beaucoup, je la recommande. Dans les autres œuvres, comme elles sont indépendantes, on peut en choisir au choix. Essentiellement, n'importe quelle œuvre peut être une point d'entrée, dépendamment de qu'est-ce qui vous intéresse. S'il fallait juste en mentionner une, la série Witch from Mercury de 2022 est une série et l'avant-dernière série télévision qui vient de sortir. Un excellent point d'entrée pour les débutants, je la recommande. Parlons en fait de la dernière série, donc G-Quacks. Oui. C'est la série qui fait fureur. Il y a eu 2 panels sur la série. Une donnée par toi et une autre donnée par quelqu'un qui n'est pas affilié à Gunpla Montréal, mais qui a donné un panel que tu as beaucoup apprécié sur G-Quacks, qui est plutôt une analyse de la philosophie et de l'histoire de G-Quacks. De ma perspective, en ayant regardé G-Quacks, c'est quand même, j'ai compris en le regardant, je suis pas allé dans la série avec une opinion d'un bord ou d'un autre, mais j'ai compris pourquoi est-ce qu'il y a eu des réactions mitigées, parce que c'est comme 2 séries en une. Oui. D'une part, on a en premier lieu tous les personnages qu'on aime, les Charles Aznavour, Amuro Ray et les personnages de la série originale qu'on a connu à travers les années, le pilote emblématique du RX évidemment. Et après, c'est comme une sorte de... On tombe dans le multivers. Moi, je suis curieux en tant que quelqu'un qui est un grand fan de la série Gundam et qui est investi dans cette série-là. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai adoré la série G-Quacks, mais j'en suis arrivé avec un point de vue assez particulier. Comme j'ai mentionné, j'ai pas une opinion très forte sur c'est quoi le vrai Gundam, comment qu'on devrait faire Gundam. Et donc, de voir une vision alternative de Gundam avec des gens avec une relation très particulière avec la franchise Gundam, ça m'a fasciné. G-Quacks, c'est une œuvre
non par le studio Sunrise, qui a créé Gundam, qui a fait toutes les séries jusqu'à ce point-là. Mais on a essentiellement amené un invité, le studio Kara, le successeur du célèbre studio Gainax. On pensera particulièrement à Evangelion. Et ils ont été invités à faire ce qu'ils voulaient avec Gundam. On leur a dit qu'est-ce qui vous intéresserait de faire avec ça. Et ils ont décidé de faire une reprise de la série originale avec un point tournant assez grand qui vient changer le cours. Mais c'est moins... Pour moi, l'intérêt de cette série-là, c'est moins le côté historique alternatif, bien que c'est un côté très fascinant, puis c'est le fun à y penser. Mais c'est l'histoire qui vient après, l'histoire de la génération qui a succédé à la génération originale. Parce que le studio Gainax, les gens qui font partie du studio Kara, sont dans le monde réel la génération qui a succédé Gundam. Et donc la relation entre les personnages dans la série et ses créateurs, en cherchant dans l'historique, on voit une relation très proche. Faut noter que le nom qu'on associe particulièrement avec Gainax, avec Kara, c'est le réalisateur Hideaki Anno, le réalisateur de la série Evangelion. Mais le réalisateur de la nouvelle série, G-Quox, est réalisé par son protégé, Kazuya Tsurumaki. Lui, ses œuvres, c'est plutôt Fooly Cooly, écrit FLCL. Et pour moi, particulièrement dans le contexte G-Quox, la série Die Buster, qui, elle, est une suite à la série Gunbuster de Anno. Là aussi, on a une série qui est à la fois une suite et une suite à une œuvre qui n'accepte pas particulièrement de suite. Un grand hommage, une grande lettre d'amour, mais aussi une réponse. G-Quox n'est pas une œuvre qui se tient à l'œuvre originale. Dans des grandes façons, c'est une œuvre qui va diverger de façon importante. Et dans ces différences-là, je pense qu'on peut voir la relation du studio avec la franchise. On peut voir c'est quoi leur relation avec Gundam. Je mentionnerai particulièrement leur relation avec la déclaration du nouveau siècle d'animé, un texte écrit en 81 qui a prêté son nom à la série Evangelion. En japonais, le titre est Shinseki Evangelion. Le Shinseki fait référence au anime Shinseki Sengen, la déclaration en question. Donc dans le contexte historique, dans ce que veut dire Gundam et ce que veut dire Gundam pour ces personnes-là en particulier, une œuvre très fascinante. Il y a beaucoup de Canadiens et de gens de ce côté-là, de l'Atlantique et du Pacifique, qui ont découvert plutôt Gundam avec Gundam Wing. C'est quoi l'impact de Gundam Wing dans la franchise de Gundam au large? Donc, Gundam Wing, c'est la deuxième série qui vient faire un univers indépendant. La première série indépendante, c'était G-Gundam, essentiellement une reprise de Street Fighter à la Gundam. C'était assez différent, c'est bien le fun, mais ça faisait un changement assez raide à un 15 ans de continuité depuis la série initiale. Donc, Gundam Wing, au Japon, c'était une série plus à l'original. Le réalisateur, en fait, n'avait pas vu beaucoup de Gundam avant, et donc il a tout emprunté ça, il a clenché ça en boucle, il a vu tout ça, puis il s'est dit, bon, on va faire tout ce qui est Gundam dans une série. En réalité, c'est un énorme projet
Et donc, ils ont essayé, et en plus de ça, ils ont essayé de faire ça aussi intéressant que possible, jouer beaucoup dans le mélodrame. Et donc, c'est parti dans toutes sortes de directions. C'est une série un peu mêlée, mais c'est une série qui a beaucoup de punch. Une série... On stanne pas quand on regarde la série. C'est une chose après une autre, une surprise, une autre surprise, une autre surprise. Ça a fait son impact au Japon, mais en Amérique du Nord, c'est la première série Gundam qui est passée à la TV. Et pour cette nouvelle génération de fans d'anime, la génération qui est venue vers la fin des années 90, ça a été le point d'entrée pour Gundam. On a ces robots géants-là, on a un quintet de protagonistes presque à la boy band. On a des robots cool. Il y en a un qui vole, il y en a un qui a plein de guns, il y en a un qui a une main en dragon. Il y en a une qui a une grande fauche. C'est toutes sortes de choses, le fun là-dedans. Et donc, ça a accroché les gens. Et c'est de là qu'on a le début de la première ou de la plus grande vague de fans de Gundam en Amérique du Nord. Un aspect clé de Gundam, c'est la rivalité, même disons, l'antagonisme entre la Fédération terrienne et Zeon, ou la principauté de la République de Zeon. Donc, c'est toutes sortes ça dépend dans quelle ère on se situe. Justement, c'est quoi la grosse différence qu'il y a eu en termes des types de Gundam qui sont devenus disponibles, je veux dire, in-universe, entre 79 UC puis 83 UC, donc ces deux dates clés? En fait, je vais être honnête, 83, ça fait référence à une série particulière, Stardust Memories, mais il y a plein de séries que j'ai pas encore vues, celle-là en fait partie. Dans les grandes lignes, par contre, ce que je dirais, Gundam, la première série, sort en 79. Le réalisateur dit, bon, c'est tout ce que c'est, on n'aura pas de suite. 4-5 ans plus tard, la réalité du monde change. Le studio, le commanditaire, le réalisateur se disent tous, bon, peut-être qu'il serait le temps de faire une nouvelle série Gundam. Entre-temps, par contre, il y avait toute une génération de gens qui avaient été inspirés par la série originale, qui s'étaient eux-mêmes lancés dans le monde de l'anime. Le studio Gainax, entre autres, en fait partie. Un autre designer de robots célèbre, Mamoru Nagano, avait assisté à la déclaration que j'avais mentionnée, était celui qui avait lu la déclaration à l'événement. Et donc, cette nouvelle génération-là va être recrutée pour participer à la suite, Zeta Gundam. Et donc, dans cette suite-là, dans les designs des robots, soudainement, on a une explosion de style. On a tous ces nouveaux gens, ils ont toutes leurs opinions sur comment on fait des robots. Ils ont toutes leurs opinions sur qu'est-ce qui fait ça intéressant. Et donc, à partir des séries qui suivent la série originale, on voit toute cette diversité de conception de robots qui viennent s'intégrer à la série même. Par la suite, on a d'autres séries, des spin-offs, dont Stardust Memories, qui vont eux aussi avoir leur conception des robots, vont aussi essayer de remplir l'espace entre la série originale et la suite qui se passe en univers 5 ans, un peu plus, après la première série. Et donc, l'évolution des designs des robots-là, on voit l'évolution des goûts des fans et ensuite un processus d'essayer de rapprocher les deux, de voir comment est-ce qu'on peut combler cet historique fictif dans la conception des robots, dans le fonctionnement des robots. À quoi est-ce que tu attribues le fait que dans la communauté, le fandom de Gundam, il y a autant de fans de Zeon? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'il faut noter,
pour les gens qui ne le savent pas, Zion, dans la série initiale, c'est les antagonistes. Dans la série initiale, on a la Fédération terrienne qui, dans les grandes lignes, ressemble plus à l'Amérique, à l'Occident. Et le duché de Zion qui, dans les grandes lignes, ressemble plus aux nazis, aux États fascistes. Le duché de Zion m'a toujours intéressé parce que c'est, dans l'histoire, elle fait sécession à la Fédération. Oui. Et oui, point très important. Les inspirations pour Zion, j'ai lu beaucoup à ce sujet-là. Tu sais, il y a des inspirations quand même de grandes traditions, autant on peut dire proto-fascistes, mais ou adjacents à ça, mais également des traditions vraiment germaniques pré-fascistes comme la Prusse, oui. Ou même si on remonte à l'ère impériale allemande. Mm-hmm. Donc c'est vraiment des inspirations, mais à titre plus, je dirais, autocratique, autoritaire, mais certainement, je dirais pas strictement fasciste dans le sens stricto sensu du terme, parce que c'est quand même une principauté qui a des, disons, une certaine trait une importance à la nobilité et à la noblesse en général. Oui, chose importante, le duché de Zion, on le rapproche au fascisme, aux nazis. La comparaison est même faite dans l'émission initiale, mais c'est plus complexe. La série Gundam, en général, avait le but d'être plus réaliste. En général, les séries qui l'avaient précédé, c'était des combats entre le bon et le mal. Par contre, le Japon d'après-guerre a des relations complexes à la fois avec son passé impérial et l'Occident, l'Amérique. Donc, dans la série, malgré ces grandes lignes-là, on voit bien des soldats de la Fédération qui sont dépeints de façon assez négative, rappelant peut-être les expériences de l'occupation américaine. Et le duché de Zion commence avec un mouvement révolutionnaire, une séparation indépendantiste, quelque chose qui était bien dans l'air dans les années 70. Donc, on a une complexité des portraits là-dedans, et cette complexité-là prévient des portraits très clairs d'un bord, de l'autre. C'est ironique parce que, justement, les années 60-70, c'est la grande vague de décolonisation, notamment en Afrique et dans d'autres parties du monde, en Asie, etc., avec le mouvement indépendantiste en Indochine, par exemple. Mais et j'imagine que ça, c'est quelque chose qui a eu de l'impact au Japon, c'est juste à côté. Mais l'ironie, c'est justement que le duché de Zion, c'est eux qui ont créé les premiers mobile suits, et c'est ça qui leur a permis d'exécuter d'opérer cette indépendance. Et dans la guerre de 1 an, qui est un peu la genèse de toute l'histoire de Gundam, c'est toujours c'est un peu des chiffres à la Warhammer 40K où on parle de milliards de morts dans la première année. Oui, oui, absolument. C'est faut dire que les créateurs de Gundam venaient de la génération qui est née durant la guerre, juste après la guerre. Ils ont connu l'impact de la guerre et de l'après-guerre. Ils se sont impliqués politiquement. Les mouvements de protestation étudiante, en particulier le Hanpo, dans la fin des années 50, avait été un mouvement de société très grand, très marquant. Mais ces mouvements de société-là se sont effondrés vers la fin des années 60, dans les années 70. On retrouvait plus ce grand mouvement idéologique-là dans la politique. Et donc, ces créateurs-là, qui, il faut dire, avaient un background dans la nouvelle gauche de l'époque, se sont tournés vers le monde de la littérature jeunesse et ont inclus leurs tendances là-dedans. Ces expériences politiques-là, à la fois l'idéalisme
et la déception de l'effondrement du mouvement, on peut les voir dans Gundam. Non, mais c'est quelque chose qui est, c'est un peu plus un métanarratif maintenant dont on parle pas précisément de Gundam en particulier, mais quand même, je voudrais souligner que c'est vrai que plusieurs qui disent que, ah oui, on parle de l'effondrement des mouvements sociaux qui ont émergé dans les années 60-70, mais bon, c'était pas un effondrement, peut-être les mouvements de masse ne sont pas vraiment effondrés, c'est plus qu'ils sont fondus dans le décor, dans le paysage, oui. Notamment dans le monde culturel. Oui, oui, absolument. Et on retrouve ça notamment, par exemple, c'est un discours qui est, aujourd'hui, quand on parle que le monde culturel est très ancré à gauche, notamment une gauche progressiste issue de la nouvelle gauche, etc., cette tradition-là, c'est quelque chose qui est le résultat du fait que, justement, ces mouvements sociaux, tous ceux qui ont participé à ces mouvements-là, et c'est des mouvements qui ont fait le monde entier, que ce soit au Canada, en France, aux États-Unis. Et ces mouvements-là se sont tous fondus dans le paysage culturel, dans le monde culturel, dans les studios, dans le cinéma, dans la littérature. Et ça, on le retrouve dans les écrits et dans les cinémas qu'on voit. Et par rapport à Gundam, c'est pour en revenir justement... On s'en parlait, les fans de Zeon. Moi, je suis curieux de savoir, est-ce que tu penses que aujourd'hui, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des fans de Zeon, bon, on peut débattre ironique ou non, mais est-ce que tu crois que c'est un mouvement de contre-culture, le fait que les créateurs de Gundam ont voulu comme un peu mettre les idéologies ou les pensées qu'ils pensaient étaient des idéologies du mal et les mettre dans Zeon, un peu combiner les idéologies fascistes mais aussi monarchistes et un peu conservatrices en général et nationalistes. Et mettre tout ça, dire que tout ça, ça c'est Zeon. Et le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent fans de Zeon se mettent un peu en opposition justement à ce mouvement de la nouvelle gauche et se mettre comme en position de contre-culture à travers Zeon. Oui, c'est difficile d'en tirer une conclusion claire parce que Gundam, c'est beaucoup de choses. C'est tout le côté politique, c'est aussi beaucoup le côté esthétique. La série originale, c'est une grande œuvre au niveau politique, au niveau d'une conception du monde, au niveau d'une complexité du monde. Mais on a aussi des personnages très intéressants, très intrigants. On a du drame humain là-dedans qui est venu chercher un auditoire à la fois masculin et féminin. On a évidemment tout ce qui est design de robots, ce qui est très accrocheur, je ne vais pas le nier, je suis tombé là-dedans par là. Ça vient chercher... Okay. On termine. Il y a un panneau qui commence à midi. Oh, shit. Oh, OK. Là. Oh, OK. Mais on peut continuer l'entrevue dans l'autre salle alors. Oui, absolument. On va juste, je vais juste dépluguer tout ça. C'est bon. Si tu veux, on peut recommencer la question. Ouais. Yeah. Donc, désolé, tout le monde a dû changer de décor, mais c'est pas grave, on fera une pause dans l'émission avec ça. Donc, je suis de retour avec Olivier. Donc, avant la pause impromptue, on parlait justement du fait, j'avais demandé pourquoi il y avait autant de fans de Zeon et est-ce que ce ne serait pas une sorte de mouvement de contre-culture. Donc, qu'est-ce que tu as à dire à ça? Donc, je vais être honnête, comme j'avais dit, j'ai peut-être des opinions moins fortes que les fans qui sont aussi dedans. Et donc, j'ai pas vraiment une appartenance au Duché de Zeon ou à la Fédération. Je veux pas donner des opinions trop fortes là-dedans. Mais à mon avis, Gundam, une de ses particularités, une des choses que je trouve fascinantes, c'est que ça a toujours été pour plusieurs types d'auditoires. Pour le sponsor, à la base, c'était supposé être pour des enfants, mais les réalisateurs, ils voulaient une émission plus pour les jeunes adultes. Et c'est les jeunes adultes qui ont trouvé l'intérêt là-dedans. Les jeunes adultes, les garçons autant que les filles. Et donc, on avait une gamme, on avait plusieurs types de personnes. Par la suite, avec la sortie des modèles, des jeunes se sont intéressés aux modèles, puis se sont intéressés dans la série. Donc, même depuis la toute première émission, on a toutes sortes de personnes qui s'intéressent à la série.
et s'intéresse pour toutes sortes de raisons. Donc, de la même façon, au niveau du duché de Zion, je pense qu'on a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut y trouver intérêt, on peut y trouver une appartenance. De base, juste de trouver une communauté de gens qui se passionnent à la même chose, ça a un intérêt particulier. On est ici à une convention et c'est un peu ça le cœur des conventions. Au niveau esthétique, il y a toutes sortes de choses qui sont intéressantes dans le duché de Zion. Il y a les costumes, les personnages en particulier, toute l'esthétique militaire qui en soi est une esthétique qui a ses passionnés. On a au Japon les otaku militaires qui y trouvent un grand intérêt. Et il faut dire, au côté, on parlait en passant du fascisme, le fascisme même est historiquement une idéologie qui trouve grand intérêt dans le côté esthétique. C'est pas juste le discours, mais c'est la façon qu'il se présente. Et même en le séparant du discours, l'esthétique peut avoir son attrait. Il y a le côté de contre-culture. Je sais pas si je décrirais de contre-culture, mais il y a une appartenance au underdog, au vilain. On peut trouver là-dedans un intérêt. J'ai vu certaines théories au niveau du Japon, au niveau des sentiments compliqués avec la défaite du Japon, l'appartenance au Japon impérial, et donc s'il y avait peut-être une relation là entre ça et les fans japonais. Et il faut aussi dire que dans les gens qui ont participé à la réalisation des émissions, on a des fans de Gundam qui ont eux aussi trouvé l'intérêt dans le duché de Zion. Et donc, on a des réalisateurs, des designers de séries de Gundam après la première série qui eux-mêmes étaient fans de Zion et intègrent leurs intérêts dans la série même. Donc, au fil du temps, on a une évolution de la façon que le duché de Zion est dépeint pour aller venir plus proche aux intérêts de ces fans-là, ce qui vient augmenter l'intérêt esthétique, augmenter l'importance de certains aspects. Et la raison pour laquelle je posais la question aussi, c'est parce que c'est pas simplement le fait que, bon, ça c'est connu, que lorsqu'il y a des méchants dans une série, il y a tout le temps des gens qui veulent prendre parti des méchants parce que, tu sais, parfois, beaucoup de personnes qui sont intéressées qui sont des otaku, qui sont intéressés, qui sont geeks, parfois on se sent à la marge de la société, donc on veut prendre parti de ceux qui s'opposent au statu quo, ceux qui s'opposent à la normalité. Et ça explique un peu pour moi pourquoi aussi les gens ils trouvent une certaine appartenance à Zion. Mais je voulais aussi revenir un peu sur le thème général de Gundam puis du genre mecha en général, que de base, et ça fait du sens du fait que c'est des gens qui ont créé, qui sont comme les pionniers du genre, c'est supposé d'être une déconstruction du militarisme. Alors que je suis curieux de savoir, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui, c'est la direction dans laquelle le genre a évolué, ou est-ce que c'est finalement devenu une sorte de glorification du militarisme d'une manière? C'est une question très importante et très difficile. J'oublie c'est qui a dit que c'est impossible de faire un film de guerre anti-guerre parce que forcément, quand on fait un film, il faut qu'il soit attrayant. Et donc, si on fait un film de guerre, il faut trouver l'attrait dans la guerre. L'œuvre originale, je dirais, est assez clairement anti-guerre. Mais en fait, peut-être pas anti-guerre. Ce n'est pas une œuvre strictement pacifique. Dans la série, on trouve des justifications pour le combat, pour la défense. On a dans certains épisodes en particulier une condamnation de ceux qui essayent juste de rester à la marge et d'éviter les problèmes entièrement. En même temps, comme mentionné, des gens trouvent intérêt dans différents aspects
et tout l'aspect esthétique des robots en est une très grande partie. C'est aussi là que va faire affaire le sponsor principal de l'émission et éventuellement la compagnie qui détient les droits de la série au complet. Donc forcément, on essaye de chercher une esthétique intéressante là-dedans. Je pense pas avoir une réponse claire. Est-ce que c'est une glorification? Est-ce que c'est une déconstruction? Il faut aussi dire qu'au fil des années, les réalisateurs ont changé, leurs points de vue ont changé. La trame générale de Gundam et des séries qui suivent reste généralement similaire, mais différents auteurs mettent l'emphase sur différents enjeux. Et donc, la série évolue au fil du temps. Je peux pas dire, honnêtement, que non, il n'y a pas un intérêt esthétique là-dedans. Non, il n'y a pas une certaine glorification là-dedans. Et c'est aussi un enjeu qui se retrouve dans le modélisme en général. Moi, personnellement, je trouve un tout petit peu de confort du fait que les machines de guerre que je construis sont strictement fictives, mais dans le modélisme en général, il y a toujours eu une esthétisation des armes de combat, des machines de guerre. Et c'est quelque chose auquel je dois faire face. C'est pas quelque chose avec lequel je suis strictement confortable, mais je pense que si on est honnête, c'est un enjeu dont on doit être conscient. C'est pas un enjeu où il y a une réponse simple. L'esthétique n'est pas strictement une glorification de la violence, mais c'est quelque chose de complexe auquel il faut penser. Non, moi je suis totalement d'accord. Et avant la pause impromptue, j'avais dit que je considérais que la composition, donc la sociologie d'un fandom, en dit beaucoup sur l'œuvre en tant que telle. Et je crois que c'est aussi vrai pour Gundam, qui a un fandom très très diversifié, qui vient un peu de tous les horizons et dont les intérêts divergent beaucoup. Il y en a qui sont purement stricto sensu intéressés par le Gunpla, alors que d'autres sont intéressés par la série, alors que d'autres par d'autres aspects. Mais c'est un point que Tomino, qui est un peu le papa de Gundam, avait soulevé. Et ça, c'est... bon, lui, on sait que c'était un excentrique aussi. Il avait dit que les vrais fans... Il avait dit que les hommes... Et ça, c'est drôle, en tant que deux hommes, quand on parle de ça, mais les hommes étaient des fake fans de Gundam. Et que les vrais fans, c'est les filles. Parce que c'est elles qui avaient fait vivre Gundam à travers les fanfictions, tu sais, BL qu'elle faisait à l'époque au Comiquette. Moi, je voulais savoir, parce que, tu sais, il y a des membres féminins de Gunpla Montréal dans votre équipe. Comment est-ce que les intérêts féminins et masculins divergent quand on vient temps de parler de Gundam? Ça, c'est une très grande question pour laquelle j'ai pas de très bonne réponse. Du moins, à l'origine, quand Tomino et les autres parlaient de la réception de la série originale, ils parlaient qu'il y avait du côté féminin un intérêt dans l'aspect dramatique, dans le drame de famille essentiellement, qu'on retrouve de plusieurs façons dans la série originale. C'était une influence qui tirait pas juste des séries destinées vers l'auditoire masculin, mais aussi des séries destinées vers l'auditoire féminin. Et Tomino, le réalisateur, a constaté en voyant l'auditoire féminin qu'il fallait, pour que Gundam soit un succès, aller chercher des choses qui intéressaient l'auditoire féminin. Au cours des 45 années qui ont suivi, on est allé chercher l'auditoire masculin, l'auditoire féminin à différents temps. La série Gundam Wing, dont on avait discuté, avait consciemment une recherche d'un auditoire féminin. L'espèce de set de personnage principal à la boy band. On avait aussi consciemment une inspiration esthétique de La Rose de Versailles, un des grands mangas shoujo. D'autres séries ont suivi par la suite. Gundam Seed avait des designers là-dedans qui étaient du côté plus shoujo.
Gundam Iron-Blooded Orphans. L'écrivaine principale, c'était Mari Okada, connue pour son mélodrame aussi. Dans les toutes dernières années, les 2 dernières émissions, Witch from Mercury et G-Quox, dont on a parlé, ont tous les deux un protagoniste féminin. C'est les premiers dans la suite. C'est peut-être un peu tard, mais là aussi, on vient à chercher différentes perspectives. Et Witch from Mercury en particulier, je me souviens quand la série sortait, on avait beaucoup de fan art, mais on n'avait pas tant de fan art des robots, c'était vraiment les personnages. Il y avait beaucoup de fan art des personnages et les réalisateurs, les designers avaient trouvé là-dedans une formule qui venait chercher pas juste l'aspect esthétique des robots, mais bien le côté plus des personnages. Justement, avant de parler de IBO dont je veux certainement discuter, deux choses. D'abord, par rapport aux personnages, le fait d'avoir protagoniste masculin ou féminin, il y a beaucoup je dirais de mythes par rapport à qu'est-ce que les femmes veulent et qu'est-ce que les hommes veulent. Parce que souvent, par exemple, c'est un peu la même histoire pour faire une petite parenthèse qui est quand même reliée. Du côté des Magical Girls et Mahou Shoujo, de base, on pensait aller chercher un public féminin. Mais finalement, quand ils ont regardé les statistiques et les démographies à la télé, qui regardaient vraiment ces émissions-là, c'est des hommes, des jeunes garçons. Et c'est quelque chose par rapport à Gundam que je voulais soulever également, parce que alors que le yaoi, c'est quelque chose qui est principalement adressé à un public féminin, en revanche, le yuri, ça va chercher plutôt un public masculin. Et de ce côté-là, j'ai vu que si on voit le genre de fan art qui a été fait pour Witch of Mercury ou les autres séries avec des protagonistes féminins, c'est vraiment, quand on voit la manière disons, le genre d'esthétique qui est adopté, vraiment Yuri, c'est vraiment le genre de choses qui intéresse certainement, en général, plus les garçons. Donc il y a un peu cette dichotomie-là, d'une part. Ouais, je veux pas trop essentialiser. Dans le Yuri, dans le Yaoi, dans le Mahou Shoujo aussi, on trouve à la fois des auditoires masculins et féminins. Le Mahou Shoujo, d'ailleurs, c'est pas mon expertise, mais je suis une couple de personnes qui s'y intéressent. Et on voit presque une division du genre. Pour ceux qui connaissent, vers les années 2000, on trouve, par exemple, Nanoha, qui vient être une Magical Girls à la sauce très masculine, avec même des références plus esthétiques Gundam. De l'autre bord, tout ce qui est Pretty Cure, ça, la série dominante au Japon, même si elle est moins populaire ici, et elle est vraiment destinée à un public jeune féminin. Le Yuri aussi, on trouve des auditoires masculins et féminins. Le fan art, il y avait beaucoup de femmes qui en dessinaient. Puis on venait chercher différents aspects. Le yaoi, là aussi, pas mon expertise, mais je trouve des discours très intéressants où c'est des histoires d'hommes, mais on trouve des explorations, des expériences féminines dans, du point de vue, les expériences féminines mises en scène avec des hommes, ce qui crée un peu de distance, ce qui permet des explorations différentes. Je peux pas dire que j'ai fait la recherche à fond, mais j'ai un peu une théorie moi-même que le Yuri ici, pour les hommes... Oui, merci. Pour les hommes, le Yuri vient créer une distance qui permet des explorations de concepts différentes. Revenons à Gundam parce que c'est quand même de quoi on parle. Non, certainement. Non, mais moi je parlais purement de BL et de GL, mais dans cette perspective-là, mais en général, tu as raison que c'est plutôt dans les thématiques qui sont abordées qu'on va trouver une division en termes de sexe pour la démographie
de qui est plus intéressé par quoi. Par exemple, les Guntai, les Mao Guntai, tous les Strike Witches et ce genre de choses-là, ça intéresse plus un public masculin. Les Pedicure, oui, plus un public féminin, certainement. Mais pour revenir à Gundam, un petit plug autopromotion. J'ai eu la chance, quand j'étais à Fan Expo Vancouver, de faire une entrevue avec Brian Drummond, qui a fait la voix de Zex Merkeys dans Gundam Wing. Et dans l'esthétique de Zex Merkeys, on le voit. On le voit là, les longs cheveux blancs. Oui. Ouais, les personnages de Gundam, beaucoup de personnages principaux ont toujours trouvé un auditoire très fort féminin. On peut pas, s'il faut en mentionner un, et il faut le mentionner, Char Aznable, le antagoniste / rival de la série originale, un personnage très complexe à plusieurs sauces, à la fois un homme impressionnant et aussi un homme qui fait toutes sortes de fautes. Un homme fort et un homme faible. Un homme avec toutes sortes de tournures qui a trouvé un auditoire féminin très fort. Et depuis la première série, dans les suites, le même personnage revient. Et dans les univers alternatifs, on trouve presque toujours un personnage au template de Char Aznable. Un personnage habillé en rouge, avec des cheveux blonds, avec généralement un masque ou des lunettes ou quelque chose dans le genre, qui a toutes sortes de plans, que ça va bien, ça va mal, avec des motivations complexes. Ce personnage-là, mis en contrepart avec le personnage de la série originale Amuro Ray, lui, un jeune plus glauque, moins habile social, qui arrive en contact avec ce Char Aznable, où on développe une rivalité, un contact, une confusion, peut-être un lien. Et ça a donné suite à toutes sortes d'interprétations, toutes sortes de fan art, de fan interprétations. Dans l'univers occidental, clairement la source, c'est Star Trek, Spock et Kirk, mais au Japon, on peut pas contourner Amuro et Char. Et cette chimie-là, on la retrouve reprise à plusieurs fois, presque à toutes les fois, dans Gundam et dans d'autres séries aussi. Sans compter le fan art. Ah oui, forcément. C'est un moment qu'on parle de Zeon versus la Fédération. Parlons maintenant de l'un et l'autre, IBO. Exact. Là, on rentre dans autre chose parce que jusque maintenant, dans Gundam, c'est est-ce que t'es Zeon, est-ce que t'es Fédération? Et là, Iron Blooded Orphans, ça rentre dans une toute autre thématique. Ouais, je vais être honnête. IBO, une des séries que j'ai pas encore vues personnellement. Mais je suis entré dans Gundam vers l'an 2017. À l'époque, c'était encore la dernière émission, donc j'en connais en passant. Beaucoup de séries, depuis la première émission, reprennent le même concept. La Terre versus l'espace. La Fédération est établie contre les rebelles. Différentes séries en font des tournures différentes. Parfois, c'est la Terre qui domine, d'autres fois, c'est l'espace qui domine. Est-ce que c'est les indépendantistes qui sont les protagonistes? Est-ce que c'est la Fédération établie qui est les protagonistes? Dans IBO et aussi dans Witch from Mercury, série qui est venue par la suite, on passe des grands conflits géopolitiques, chose qui était beaucoup plus à l'heure dans les années 70-80 avec la guerre froide. Et on passe un peu plus au corporatisme. Les conflits entre corporations, les conflits économiques, chose qui est beaucoup plus à jour, auquel la jeunesse peut s'identifier beaucoup plus. Même dans Witch from Mercury, on transpose ça dans un contexte d'école et les tensions à l'école, quelque chose qui est d'actualité pour les jeunes, très clairement.
Ah, mais justement, je voulais poser la question de la scénarisation dans une école en particulier. C'est une thématique qui est très présente en général dans les shonen en particulier, mais aussi dans d'autres types d'animés, les rom-coms, toutes sortes d'affaires. Mais normalement, lorsqu'on pense mecha puis école, notamment high school, école secondaire, on pense Mauve Love en général. Moi, je voulais savoir, toi, tu penses les inspirations parce que c'est quand même quelque chose d'assez inhabituel, parce que maintenant, Gundam, c'était une histoire de guerre, purement et simplement. Il n'y avait pas de prétention à être autre chose que ça. Et là, soudainement, lorsqu'on tourne dans des scénarios sur le corporatisme, mais lorsqu'on a notamment des scénarios où on a une vie scolaire avec ça, je suis curieux de savoir, est-ce que c'est quelque chose, tu crois que c'est comme une addition pour essayer d'ajouter de la complexité à l'univers de Gundam, ou c'est simplement le fait que tu as une sorte de pollinisation, le fait que des inspirations du shonen puis de toutes les settings écolières qu'on voit dans les animés aujourd'hui, c'est venu s'intégrer dans Gundam aussi? Ouais, je pense que c'est plutôt la deuxième chose. Le milieu d'école et dans l'animé, je ne saurais pas dire quel pourcentage, mais un pourcentage très, très grand des milieux. Pour aller chercher la jeunesse, il y avait un effort conscient là-dedans. En même temps, le contexte écolier, le contexte du secondaire où les jeunes passent de la jeunesse à l'âge d'adulte, c'est un contexte de grands changements, ce qui est un très bon contexte pour raconter des histoires. Je ne sais pas si ça vient complètement changer la donne, mais c'est un milieu où on peut mettre en scène ce genre de conflit-là, ce genre de transformation-là, ce genre de type d'histoire qu'on connaît très bien, mais qu'on peut mettre à la sauce Gundam et que donc on peut donner un point de vue légèrement différent sur des thématiques établies, venir rapprocher les deux ensemble. Peut-être on peut finir en parlant de Gundam Seed. Donc Seed, on parle plutôt au début de l'entrevue, on parlait du fait qu'il y avait différentes temporalités, il y avait différentes settings et lignes du temps, des mondes alternatifs, etc. C'était quoi l'intérêt, tu penses, pour toi en tant qu'un grand fan de Gundam, avec Seed, de partir sur une autre ligne du temps, encore une fois? Ben, Seed est venu à un temps assez particulier. Seed est venu en l'an 2002, début des années 2000. Les suites continuent vers le milieu des années 2000. Puis, trouble de production, ça s'arrête là. Un film en production qui n'a pas lieu, puis qui tout récemment, je pense en 2024, vient sortir. Seed était un peu un renouveau de Gundam. Encore une fois, je ne l'ai pas vu personnellement, mais comme fan de la franchise au complet, j'en ai entendu. Je connais un peu le contexte dans lequel il se place. Et le contexte dans lequel il se place historiquement, c'est Gundam qui trouve une difficulté à se renouveler avec une nouvelle vague de jeunes, un nouvel auditoire. On avait des séries qui se détournaient, visaient un peu plus l'auditoire de fans établis. On avait en passant, un spin-off de Gundam à la Chibi, à la Super Deformed, ce qui était d'ailleurs un des plus grands succès à l'époque. Mais en l'an 2000, on veut faire un renouveau. Et donc, on fait presque essentiellement un remake de la première série. Un remake indépendant qui vient suivre la trame sans y être lié, qui vient mettre plus l'accent sur le mélodrame interpersonnel, alors que la série originale, c'est plus axé sur l'odyssée et sur la difficulté du trajet. Et cette nouvelle série-là va avoir un énorme succès avec la nouvelle génération. Ça va être un nouveau point d'entrée pour une nouvelle génération de fans. Et ce point d'entrée-là va être marquant et va rester la série de Gundam pour cette génération-là au Japon. Si quelqu'un veut se lancer dans Gundam aujourd'hui dans les séries, par où commencer?
Je dirais qu'il y a presque autant de choix que de séries. Ça dépend vraiment de ce qui vous intéresse. Dans les grandes lignes, je dirais si la franchise en entier vous intéresse, la première série, datée dans certains aspects esthétiques, mais le cœur de l'histoire, ce qu'on y trouvait à l'époque, y est encore présent. La série de 79 vaut encore la peine de regarder. Si l'aspect esthétique vous convient moins, si c'est un peu lent à certains points, j'aime beaucoup la réadaptation manga Gundam The Origin. Ça a été honnêtement mon point d'entrée. Je la recommande fortement. Sinon, presque toutes les séries alternatives peuvent être un point d'entrée. Si vous aimez le mélodrame Wing ou Seed vous attend, si vous aimez beaucoup l'action, tout ce qui est plus le fun, G-Gundam est une œuvre à vérifier. Si vous voulez quelque chose, un point d'entrée difficile, mais qui vous en met plein la vue, G-Quack, la dernière série, peut être un point d'entrée bizarre, mais intéressant. Je pense que le point d'entrée le plus à la mode de nos jours serait probablement Witch from Mercury ou Iron-Blooded Orphan, séries relativement récentes qui viennent mettre Gundam plus à jour, mais restant quand même dans les thématiques principales. Si vous voulez quelque chose, juste le fun, une célébration des Gunpla de Gundam au complet, la série Gundam Build Fighters n'est pas une série de guerre, n'est pas une série de grandes dames, c'est une série de jeunes qui font du combat avec des modèles, presque à la Beyblade. On recommande souvent de y passer après avoir vu d'autres séries, mais moi, ça a été une de mes toutes premières séries. Ça a été mon point d'entrée pour découvrir toutes ces séries-là. Donc, je la recommande aussi. Ouais, c'est quand même dommage que beaucoup de personnes, parfois, ne regardent pas des animés plus anciens parce que simplement, à cause de la qualité de l'animation, alors que autrement, c'est des animés très riches en termes de scénario et de contenu. Mais bref, Olivier, c'était un plaisir de te parler. Et de même. Et je te souhaite bonne chance à toi et à Gunpla Montréal. Merci beaucoup. Et j'espère que William, le président, sera satisfait du contenu que j'ai fait avec toi et Adam pendant cette fin de semaine. Je l'espère aussi. Bonne journée. Merci beaucoup.